processus de digitalisation de l'administration se poursuit avec 3 nouvelles solutions digitales présentées aux membres du comité de pilotage de la digitalisation de l'administration. Ces innovations concernent des services du ministère de l'Industrie et du Commerce. La rencontre du comité a été présidée par le Premier ministre, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation. Nous irons à Badjangara où la paroisse Marie-Reine accueille les journées diocésaines des jeunes du diocèse de Mopti. Cet événement rassemble les jeunes chrétiens pour plusieurs jours de prières, d'enseignements, de rencontres, d'activités spirituelles et culturelles. Voilà pour les titres. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue aux informations. Je vous l'annonçais, le Premier ministre, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, le général de division Abdoulaye Maïga a présidé hier la réunion du comité de pilotage de la digitalisation de l'administration. Au cours de cette rencontre, 3 nouvelles solutions digitales ont été présentées aux membres du comité. Ces innovations concernent des services du ministère de l'Industrie et du Commerce. Désormais, il est possible d'obtenir le certificat de jaugeage des camions citernes en moins d'1 heure contre 24 heures précédemment au niveau de l'Agence malienne de métrologie. On note aussi une célérité dans le traitement des documents d'importation à la Direction générale du commerce, de la consommation et de la concurrence. Le reportage de Mamari Kone et Aliou Touri. La digitalisation est en marche au ministère de l'Industrie et du Commerce. Lors de cette réunion du comité de pilotage de la digitalisation de l'administration, 3 services relevant de ce département ont présenté des solutions digitales aux membres du comité. La première plateforme, Système intégré de gestion des opérations du commerce extérieur, est conçue par la Direction générale du commerce, de la consommation et de la concurrence. Aujourd'hui, nous pouvons dire, avec la dématérialisation de la procédure de délivrance des intentions d'importation, ça permet de sécuriser totalement les circuits d'émission. Auparavant, des fausses intentions d'importation ou d'exportation étaient présentées à la Direction générale des douanes pour les formalités douanières. Aujourd'hui, cela n'est plus possible. Auparavant, des usagers présentaient des fausses patentes pour lever des intentions. Aujourd'hui, avec la digitalisation, cela n'est plus possible. Et auparavant, des copies dures étaient adressées aux banques commerciales pour la domiciliation. Avec l'interconnexion avec les systèmes informatiques des banques, cela aussi n'est plus possible. Donc, à partir de cette digitalisation, nous avons constaté une amélioration des recettes de l'État. L'Agence malienne de métrologie, AMAM, est une structure chargée de veiller au contrôle et à la mise à jour des matériels de mesure au niveau public et privé sur toute l'étendue du territoire national. Dans le cadre de la digitalisation, elle a présenté la plateforme de délivrance de gestion et de suivi des certificats de jaugeage des camions citernes. Cette solution vise à sécuriser le processus de délivrance des documents. La plateforme de gestion des certificats de jaugeage des camions citernes, c'est une plateforme qui nous permet d'améliorer la gestion des certificats de jaugeage. Elle nous permet surtout d'accélérer le délai de traitement, la délivrance des certificats de jaugeage. Avant cette plateforme, il faut au moins 24 heures pour que les transporteurs puissent avoir son certificat. Or, actuellement, avec cette application, une fois que le camion est jaugé, en 30 minutes, en tout cas en moins d'1 heure, le transporteur peut avoir accès à son certificat. Et également, un autre avantage, c'est que ça nous permet vraiment de lutter contre l'établissement des faux certificats. Et aussi, avec cette plateforme, on met directement à la disposition des usagers ou les transporteurs les certificats de jaugeage via un site web. C'est ensuite autour du MEREF FSD, mécanisme de refinancement des systèmes financiers décentralisés, de présenter Niasoro, une plateforme qui facilite la mise en relation des acteurs économiques dans la transparence. Elle facilite aussi l'accès digital au crédit pour le financement des projets structurants. Après un premier passage devant le comité de pilotage et la prise en charge des recommandations, le secrétaire permanent de la réforme domaniale et foncière est venu présenter au comité de pilotage le programme de développement et de déploiement du système d'information foncière guichet unique du foncier. Ça comprend 3 activités principales. La première d'abord c'est la formation et ensuite il y aura la phase test, ce qu'on appelle la phase pilote de déploiement et ensuite il y aura l'opérationnalisation complète du système. Donc c'est en 3 phases qu'on va amener ce système-là et ça sera sur 3 mois, du mois de juillet au mois de septembre. Le foncier, c'est une activité transversale qui intéresse tout le monde. Et aujourd'hui, nous voulons atteindre 3 objectifs à court terme.
La première, c'est d'abord réduire le délai de traitement des titres fonciers. Le second objectif, c'est d'améliorer les recettes de l'État attribuées aux fonciers et aussi de créer un référentiel unique pour la gestion domaniale et foncière qui va rassembler tous les acteurs du foncier, y compris les services étatiques et les secteurs privés. Les membres du comité de pilotage ont salué les experts pour la qualité des différentes présentations. Le Premier ministre, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, le général des divisions Abdoulaye Menga a invité les experts à préparer un rapport stratégique pour accompagner les processus de digitalisation. Pour le chef du gouvernement, la digitalisation s'articule autour de 3 piliers qui sont la transparence, le gain de temps et le gain financier. Toutes ces plateformes seront bientôt présentées au président de la transition. La paroisse Marie-Reine de Badiangara accueille les journées diocésaines des jeunes du diocèse de Mopti. Cet événement rassemble les jeunes chrétiens pour plusieurs jours de prières, d'enseignements, de rencontres, d'activités spirituelles et culturelles. Ces journées sont une occasion pour renforcer la foi, encourager l'engagement des jeunes dans la vie de l'Église et favoriser le partage fraternel entre les différentes paroisse du diocèse, organisée par l'aumônerie diocésaine des jeunes. Ces journées s'inscrivent dans un calendrier pastoral visant à dynamiser la jeunesse catholique de la région. On en sait plus avec Agibou Koulibaly et Mohamedou Sidibé. À Badiangara, un souffle nouveau anime l'église Marie-Reine. Des centaines de jeunes venus de tout le diocèse se rassemblent pour vivre ensemble une expérience unique de foi et de partage. Ces journées sont l'occasion pour nous jeunes de se retrouver dans la prière, dans la spiritualité. C'est aussi un moment d'échange, de pardon et de recueil, pour tisser des liens de fraternité, des liens avec Dieu. L'aumônier conférencier souligne la dimension spirituelle de ces journées. Pour lui, ces échanges sont essentiels pour renforcer la cohésion et la vitalité de la jeunesse chrétienne dans le diocèse. Et cette année, le pape François, paix à son âme, a dédié cette année comme année d'espérance. Et nous voulons citer ces journées dans ces mêmes perspectives en disant aux jeunes que quoi qu'il en arrive, malgré ces guerres, malgré ces difficultés, malgré ces désespoirs, ne jamais cesser de croire en Dieu, qu'il y a un lendemain meilleur et Dieu toujours a les derniers mots. La tolérance religieuse, nous avons choisi ce thème en lien avec notre thème. Jeunesse, espère en ton Seigneur. Qui dit espérance parle d'une paix. Qui parle d'espérance parle aussi d'un monde où les frères, les sœurs sont réunis. Le curé de la paroisse Marie-Reine se dit très heureux d'ouvrir les portes de l'église à ces jeunes venus de tout le diocèse. Selon lui, son rôle est aussi de les accompagner et de leur offrir un cadre propice à la rencontre avec le Christ. Nous rencontrons beaucoup de défis en tant que des jeunes, alors nous voulons donner encore un nouvel élan, un nouveau souffle et aussi un encouragement aux jeunes afin qu'ils puissent s'appuyer sur le Seigneur et savoir que le Seigneur pourra tout faire pour eux malgré toutes les difficultés dont ils vivent. Ces journées diocésaines des jeunes à Badiangara incarnent l'expérience d'une jeunesse chrétienne vivante, engagée et prête à construire un avenir porteur de paix et de solidarité. Une expérience qui laisse à chacun des participants la conviction que l'Église est une grande famille où chacun a sa place. À Ségou, l'atelier sur le diagnostic biologique de l'hémophilie et des autres troubles de coagulopathie a pris fin vendredi dernier. Cet atelier de 2 jours est initié par l'Association malienne de lutte contre l'hémophilie et les autres coagulopathies et ses partenaires. La formation s'adresse au personnel de laboratoire des hôpitaux de Sikasso, Ségou et des CCRF de Bla, Koutiala, San, Sikasso et Ségou. Les détails avec Abdourahmane Singare et Bassi Traoré. L'Association malienne de lutte contre l'hémophilie et les autres coagulopathies, Amalek et ses partenaires veulent réduire le taux de mortalité lié aux maladies hémorragiques. Une formation se tient dans ce sens à Ségou. Selon la prévalence de la fédération, l'hémophilie est de 17 sur 100 000 naissances. Donc si on part sur cette base, 90% de la population hémophile ne sont pas encore diagnostiqués par l'Amalek.
Depuis 2015, pratiquement, nous sommes en train de travailler avec le partenaire Novo Nordisk Hémophilie Foundation, qui est une fondation qui s'occupe vraiment de la promotion, du diagnostic et l'amélioration de la qualité des soins des hémophiles, mais également de tout ce qui est maladie hémorragique congénitale. Durant 2 jours, le personnel des laboratoires de plusieurs régions approfondissent leurs connaissances en réalisation des tests d'hémostase. Je remercie les organisateurs et plus précisément Amalek et ses partenaires qui ont eu vraiment cette initiative pour former les techniciens de ces différentes localités. Cette initiative qui vient de commencer, que ça ne soit pas une première du genre. L'hémophilie, je ne suis pas un spécialiste en la matière, mais ce que je sais, c'est quand même une maladie qui est méconnue. Elle est méconnue et beaucoup de gens aussi en souffrent. Et cette formation vient vraiment à point nommé pour pouvoir former les uns et les autres à son diagnostic. Le professeur nous a fait un briefing avant qu'on soit là et compris qu'on a les moyens quand même de faire le diagnostic. Et ces moyens diagnostiques ne sont pas aussi chers que ça. Même si les médicaments ne sont pas accessibles à tous, mais les moyens quand même, on peut aller vers ça. L'occasion est bonne pour l'Amalek et ses partenaires de doter l'hôpital Nianankoro-Fomba de coagulomètres semi-automatiques. À Tombouctou, tenue de la session du comité régional d'orientation, de coordination et d'évaluation du PRODES de l'année 2025. Au cours de cette session de 2 jours qui regroupe l'ensemble des acteurs de la santé et leurs partenaires, il sera question de faire l'état de lieu des activités réalisées et analyser les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre des projets et programmes en matière de santé. Les précisions avec Najim Baba Sissé et Abdoulaye Sissé. Cette session du comité régional d'orientation, de coordination et d'évaluation du PRODES de la région de Tombouctou regroupe l'ensemble des acteurs de la santé et les partenaires techniques et financiers intervenant dans la région, avec la participation d'une mission nationale d'appui. La tenue de cette importante rencontre dans un tel contexte nous impose d'examiner en profondeur les réalisations enregistrées et de définir si nécessaire de nouvelles stratégies spécifiques à chaque district sanitaire à partir d'un diagnostic approprié de son environnement sécuritaire et socio-sanitaire. Je saisis cette opportunité pour réitérer l'engagement de l'UNICEF et de l'ensemble des partenaires techniques et financiers pour accompagner les autorités régionales ainsi que les secteurs en charge du PRODES dans le dispositif de coordination, mais également dans la mobilisation des ressources et la mise en œuvre des interventions dans la région de Tombouctou. Ce cadre sera mis à profit pour faire le point sur l'état de mise en œuvre de la décentralisation dans le secteur santé, développement social et promotion de la femme. Discussion sur les présentations 2024 et les plans opérationnels 2026 des districts sanitaires de Tombouctou, Direy, Gundam, Gourmararous et Niafunke. Pour ma part, je tiens à vous rassurer de mon soutien, ma disponibilité totale, celui de toutes les organisations de la société civile de la région dont la FERASCOM porte la voix au niveau du PRODES et de toutes les associations de santé communautaire de la région. Vous comprendrez aisément que je fonde beaucoup d'espoir sur vos travaux qui doivent aboutir à une planification des interventions socio-sanitaires claires et pertinentes, à même de répondre efficacement aux besoins légitimes de couverture sanitaire et sociale des populations. Je puis à cet effet réitérer l'engagement des autorités administratives et politiques à vous accompagner. Au terme de ces 2 jours d'assises, les acteurs de la santé et leurs partenaires formuleront des recommandations pour mieux améliorer les conditions de prise en charge sanitaire des populations à la base. Le cercle de Kadiana dans la région de Bougouni a tenu la première session de son comité local d'orientation, de coordination et de suivi des actions de développement au titre de l'année 2025. L'objectif est de créer une synergie d'action entre les différents acteurs de développement qui évoluent dans ce nouveau cercle. De Bougouni, la correspondance de Abdul Karim Konati.
Cette première session du comité local d'orientation, de coordination et de suivi des actions de développement CLOCSAT du nouveau cercle de Kadiana est une évaluation à mi-parcours des activités menées au cours des 4 premiers mois de l'année 2025. Elle vise également à promouvoir une synergie d'action entre les différents acteurs de développement. La réforme de la décentralisation au Mali est devenue un processus irréversible consacré par les premières élections communales de 1999. Dès lors, l'État et ses partenaires ont sans cesse accompagné le processus par la mise en place de l'opérationnalisation des dispositifs techniques et financiers qui a pour mission essentielle l'appui à la maîtrise d'ouvrage, l'administration et la gestion des collectivités territoriales et l'animation des organes d'orientation. Cet exercice démocratique a permis de passer en revue les actions menées en matière de mobilisation des ressources, faire le bilan des réalisations et des dépenses au niveau des 3 collectivités qui constituent le cercle de Kadiana. C'est là pour instaurer un climat de confiance entre les collectivités et les populations. Nous donnons l'assurance au préfet que nous ne ménagerons aucun effort pour la réalisation des activités de développement dans les cercles de Kadiana. C'est tout l'essence de notre présence au niveau des collectivités. Cet exercice va se pérenniser parce que c'est une instruction gouvernementale. À l'issue de cette première session du CLOCSAT, une panoplie de recommandations a été formulée par les participants, parmi lesquelles la fermeture des sites d'orpaillage, la préservation de l'écosystème, la réalisation des activités non réalisées par les différentes collectivités du cercle de Kadiana, entre autres. Le village de Bangoumana, dans la région de Koulikoro, a vibré au rythme d'une journée culturelle samedi dernier, co-organisée par les associations Founeya Damé du Mali et Founeya Sabati de la Guinée. Cette journée a pour objectif de promouvoir les valeurs traditionnelles, établir un lien de collaboration et de fraternité entre les Founais, c'est-à-dire les paroliers dans la tradition culturelle malienne. Le compte-rendu de Dourachi Diakité. Les us et coutumes des Founais ou paroliers dans la tradition malienne et guinéenne à l'honneur à Bankoumana dans la région de Koulikoro. 8 ans après sa création, l'association Founeya Dambé initie cet événement pour faire de la tradition une boussole et un repère dans chaque acte posé. Pour cette édition, une forte délégation est venue de la Guinée pour renforcer les liens d'amitié entre les deux pays. C'est dans l'optique d'unir tous les Founais, c'est-à-dire les paroliers, que nous avons organisé cette journée culturelle. Il est temps de se donner la main et faire recours à nos traditions. C'est là pour la bonne marche de la société, mais aussi pour éviter certaines erreurs. Nous sommes venus pour la fraternité, l'union et la paix. Nous sommes 67 Guinéens ici. Nous prions pour la paix au Mali. L'historique des Founais, les prestations d'artistes, les danses traditionnelles sont entre autres activités qui ont marqué cette journée. C'est un grand événement qui nous réunit. Le chef du village a plus de 90 ans. Il dit qu'il n'a jamais vu un tel événement à Bangoumana. C'est une chance pour lui. Il remercie les organisateurs. Les femmes ont fait leur possible pour la réussite de cette journée. Elles ont préparé pour les invités et payé les uniformes. Elles étaient au cœur de l'événement. Les autorités locales de Bankoumana ont sollicité la pérennisation de cet événement et la journée a été clôturée par des bénédictions et des remerciements à l'endroit des partenaires. La deuxième édition de la Nuit du Sunanguya, organisée par la troupe de théâtre Tchemporonko au Palais de la Culture Amadou Ampateba. Le thème de cette deuxième édition est la diversité culturelle au service de la paix et de la cohésion sociale. Cette soirée a surtout mis en lumière l'importance de la parenté à plaisanterie entre les différentes ethnies pour une paix durable au Mali. Le reportage de Mohamed Konati. La nuit du Sinanguya, au cousinage à plaisanterie, une pratique sociale et multiforme, joue un rôle essentiel dans la vie sociale malienne. Conscient de l'importance de cette valeur sociétale, un grand public a bien répondu à ces grands rendez-vous. Le thème Sinanguya même, c'est quelque chose de culturel chez nous.
parce que ça permet d'amener la paix. C'est quelque chose qui amène la cohésion entre les différentes ethnies. Par exemple, les Bambara, les Peuls, les Bobo et les Peuls aussi, les Mianga et les Sénéfo. Vraiment, c'est quelque chose qui est commun ici, qui est chez nous, qui est dans notre culture. Je suis heureuse de voir que le Sinanguya est valorisé au Mali. Je prie Dieu que ce soit une continuité. Actuellement, le pays a besoin de ce genre d'événements pour la paix et la cohésion sociale. Et je suis heureux d'avoir presté ce soir. Ces rassemblements de plusieurs ethnies du Mali montrent l'importance de cette plaisanterie entre ethnies pour une paix durable. Il est venu pour magnifier d'abord le Sinanguya lui-même. Parce que le Sinanguya, ça nous apprend le respect, la tolérance et la gestion des conflits entre les différentes communautés, entre les différentes ethnies et entre les différentes familles dans notre société. D'enseigner la nouvelle génération sur les valeurs du Sinanguya. 2025, année de la culture. Les parrains ont salué cette initiative qui contribue à la consolidation de la paix et du vivre ensemble au Mali. Nos ancêtres, ils ont retenu les Sinanguya comme un instrument de consolidation de la paix. Ils ont voulu mettre des balises pour éviter que des clans viennent s'attaquer à d'autres. Ils ont mis des balises entre certaines ethnies. Pour cette raison, vous voyez que entre les Sénéfo et les Ghana, entre les Mianka et les Sénéfo, nous avons ces liens forts. C'est la même chose entre les Dogons et les Peuls. Les Dogons, les Peuls, les Dogons, les Bozo. Pour magnifier cette soirée, les organisateurs ont mis en place un programme riche et diversifié de sketchs, prestations d'artistes, entre autres. La ville de Djéné a célébré un de ses fils en prélude à la cérémonie de crépissage de la grande mosquée de la ville. Il s'agit de Ousmane Traoré, communément appelé Asman, un artisan de renommée internationale. Asman est le vieux qui continue à pérenniser la broderie à la main. On en sait plus avec Souleymane Sidibé et Souleymane Tapsougé. La ville de Djéné, à l'instar de sa sœur jumelle Tombouctou, est reconnue pour son savoir-faire en matière de broderie traditionnelle à la main. Un savoir-faire introduit par les Marocains suite à l'occupation des deux villes au XVIe siècle et qui a fait la célébrité de beaucoup de familles et des hommes. Malgré la perte de vitesse du métier, il est incarné aujourd'hui à Djéné par Ousmane Traoré Asman qui continue à pérenniser le métier au regard des conditions difficiles de travail. Déclaré trésor humain vivant en 2019 par les autorités du pays, la ville de Djéné a décidé de lui rendre un vibrant hommage ce samedi. Ousmane Traoré est un homme de terrain. Il a fait beaucoup de voyages. Il est allé en France, en Belgique, en Hollande et même au-delà aux États-Unis. Tout ça, c'était à cause de son travail. Partout où il a passé, il a fait l'objet de convoitises. Des gens qui l'invitent par-ci, d'autres l'invitent par-là, à cause de son travail, à cause de la dextérité de ce qu'il sait faire. Il a beaucoup d'œuvres, surtout ce que vous voyez, les boubous brodés, les pagnes brodés, les sacs. C'est une valeur, c'est un véritable monument qui doit inspirer toute la jeunesse montante et tout ce qu'il faut pour conserver cette culture de Djéné qui est vraiment une culture en tout cas qui doit être protégée. Célébrer Asman à Djéné est une reconnaissance de l'État. Que cette journée reste gravée dans nos mémoires comme un hommage légitime à un fils exemplaire de Djéné. Au nom de l'administration territoriale, je vous dis Abarika. Merci pour votre contribution inestimable à notre communauté. Quant au vieux Traoré, difficile d'exprimer ses sentiments, il se réjouit de cette reconnaissance de marque et invite la nouvelle génération à la préservation de nos valeurs ancestrales. C'est sur cette belle reconnaissance que prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur ORTM1.